Donc bonsoir aux visiteurs résistants de la fin du salon. Merci d'être présents avec nous. Donc cette dernière table ronde de la journée porte sur la crise des vocations, fatalité ou nouveaux défis. Vous imaginez bien, on va essayer de trouver des solutions et pas juste de se dire ah ben on est foutu. On a la chance donc sur cette table ronde d'avoir des intervenants prestigieux, parmi lesquels Julie Crozet, qui est donc au département des ressources humaines de la réserve Paris. Chacun nous en dira plus ensuite sur ses activités. Jean-Michel Chapuis, qui est à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et Florent Malbranche, qui est jet-lagué, qui arrive en direct de New York, qui est le CIO de Brigade. Donc il faudra le pardonner s'il y a des petits anglicismes, ça sera normal. Je vais vous laisser prendre les micros. Peut-être on va, avant d'attaquer sur le cœur de la table ronde, juste vous présenter un petit peu. Ça va venir, je pense. Jean-Michel Chapuis, donc maître de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Merci beaucoup pour l'invitation, très content d'être là. Nous travaillons entre la Sorbonne et Food Hotel Tech depuis maintenant 6 ans, avec une version ici dans le salon et puis une version en automne à l'université. Donc ceux d'entre vous qui veulent continuer la discussion sur le côté un peu plus académique, rendez-vous en octobre, salon Food Hotel Tech à la Sorbonne. Au colloque. Au colloque. Julie. Bonjour tout le monde, Julie Crozet, effectivement, responsable des ressources humaines à l'hôtel La Réserve à Paris, Palace, en charge principalement à l'hôtel du recrutement et des formations pour nos collaborateurs. Florent. Et bonjour à tous, Florent Malbranche, donc je suis en effet cofondateur et CEO de Brigade et un petit peu fatigué, donc pardonnez-moi d'avance si jamais j'ai quelques absences. Brigade, c'est une application leader en France qui permet, et en Angleterre d'ailleurs, qui permet aux professionnels de l'hôtellerie et de la restauration de travailler à leur compte, de trouver leurs clients et de les facturer, et aux restaurateurs de faire appel à des prestataires indépendants pour des missions ponctuelles. Merci beaucoup Florent. Alors on va quand même dès le début balayer très rapidement le constat que la plupart de la salle connaît, j'imagine. Juste avant qu'on se pose la question, bon, vous êtes encore peu nombreux, j'espère que des gens vont nous rejoindre. Qui est hôtelier dans la salle? Ok, restaurateur? Consultant? Étudiant? Oh, il y a beaucoup de consultants. Étudiants? Ok, et etc. Ok, fournisseurs, partenaires, ok. Un constat rapide, peut-être Julie déjà, la situation actuelle, puisqu'on parle de crise des vocations, qu'en est-il? Est-ce que c'est actuel? C'est actuel, mais nous on est hyper positif sur le constat. Moi, on va développer, mais je ne parlerai pas de crise de vocation. En tout cas, la pénurie aujourd'hui dans nos métiers, que ce soit en cuisine, en salle, en réception, voilà, que ce soit l'hôtellerie, la restauration ou autre, et surtout là, une fin de cycle avec une crise absolument exceptionnelle, extraordinaire qu'on a vécue, qui est celle du Covid. Et qui, je pense, a été aussi le déclencheur. Pas que, ça a commencé aussi, à mon sens, avant. Et Jean-Michel est bien placé aussi pour étayer sur le sujet, mais ça a accentué aussi tout ça. Et est-ce qu'on était prêts, hôteliers, prestataires et restaurateurs, à cette accélération-là? Je ne sais pas, voilà, c'est la question qu'on va essayer de développer là. Florent, quelques chiffres et au-delà? Ouais, nous, donc on a monté Brigade en 2015, partant du constat qu'il y avait à peu près, alors les chiffres varient, mais à peu près 100 000 personnes qui quittent l'industrie tous les ans. Et ce qu'on a avant Covid? Avant Covid, exactement. Et pour nous, le Covid a été non pas vraiment même un accélérateur, plutôt un révélateur en fait de ce qui se passait. Et nous, notre lecture, c'est, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de c'est pas une crise de vocation à proprement dit. C'est pas les métiers qui sont en crise, ce sont des beaux métiers qui attirent encore.
Le problème, il est plutôt sur c'est une crise des façons de travail, en fait, des modes de travail. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a le développement des smartphones qui a amené des nouvelles façons de travailler, le développement du travail indépendant. Et il y a une nouvelle génération qui a un rapport qui a changé par rapport au monde du travail. Et c'est tout ça qui vient s'entrechoquer et auquel on va essayer, je pense, de répondre aujourd'hui. Ouais. Est-ce qu'on peut plutôt parler du coup d'une crise de l'adaptation des professionnels à tout le nouvel écosystème Je vois Jean-Michel aussi qui fait comme ça. Est-ce qu'on peut parler de ça, de crise d'adaptation? Non, j'oublie un point que tu m'avais demandé de dire, c'est que en plus, ça ne touche pas que le CHR, et c'est important. Moi, je viens du monde un petit peu plus technologique et de l'entrepreneuriat, et c'est une révolution qu'on a prise en pleine tête il y a 10 ou 15 ans, avec ces nouveaux modes de travail qui sont venus balayer nos certitudes et nos façons de travailler. Aujourd'hui, chez Brigade, on a 150, un peu plus de 150 salariés, avec une moyenne d'âge de 26-27 ans, et qui ne travaillent pas du tout de la même façon que quand moi, qui ne suis pas encore si âgé, ai commencé à travailler il y a une quinzaine d'années. Donc ça, on l'a vécu. Et aujourd'hui, nous, on est actifs dans l'hôtellerie-restauration et dans le sanitaire et médico-social. Et on voit exactement la même chose dans le sanitaire et médico-social. Exactement, il y a zéro différence. C'est les mêmes usages, les mêmes comportements, les mêmes demandes. Et donc, ce n'est pas la restauration qui a à blâmer. Et en fait, ce qui vient d'ailleurs légitimer et souligner ce que je disais avant, ce ne sont pas les métiers en tant que tels, voilà, c'est les façons de travailler, les attentes des personnes dans ces secteurs, et des entreprises aussi d'ailleurs, qui ont évolué. Et des clients et des utilisateurs qui ont évolué et qui aujourd'hui bousculent un petit peu les façons de faire habituelles. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Florent. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, après, pour revenir sur notre secteur d'activité, c'est que nous, en plus, on est des métiers de service purs et durs. C'est-à-dire que si on n'a pas l'humain en face des clients non plus, même si aujourd'hui, on est à Food Hotel Tech et qu'il y a beaucoup de digitalisation en place avec des super apps et plein de choses à faire qui peuvent faire économiser de l'argent et autres. Nous, on est quand même des industries où il faut quand même garder de l'humain parce que c'est ce que nos clients veulent aussi en face d'eux. Je rejoins évidemment les points de vue. De mon côté, j'ai pris un peu plus de recul que sur le devant de la scène des professionnels à l'université. Et pour moi, cette crise de vocation, c'est aussi et d'abord une refonte de l'organisation du travail et derrière celle de l'organisation du travail des managers. Donc finalement, oui, ce sera un nouveau défi à relever, mais un défi qui est de réinventer ou peut-être de réutiliser des modes d'organisation du travail qu'on avait dans le passé. Je pense effectivement à l'entrepreneuriat, au compagnonnage, peut-être des corporations ou des choses comme ça. Alors, juste pour compléter ce que Julie, tu viens de dire, c'est la conférence d'aujourd'hui. Bienvenue. On est là, on est là. On a parlé décalage horaire, donc on est en plein dedans. Hein. On peut recommencer après si. C'est ça. Et du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. J'embraye et puis je relance le tuyau. Ce qui me fait, moi, penser à ces évolutions, c'est effectivement ces vocations de cette génération qui rentre sur le marché de l'emploi maintenant. Donc, grosso modo, depuis les années 2000 et que nous, on côtoie encore aujourd'hui sur les bancs de l'université. En fait, ils ont un art de vivre ou un art de travailler dans l'hôtellerie et de la restauration qui a complètement changé ou qui est en train de complètement changer. Pour moi, il y a 3 facteurs qui expliquent ça. C'est le rapport à l'autorité qui se métamorphose complètement. C'est l'autonomie au travail qui se développe. Et c'est l'aversion au risque qui se renforce. C'est 3 facteurs qui vont pousser vers des nouvelles tendances de travail. Et si je peux rajouter un quatrième, du coup, c'est l'envie d'apprendre. Beaucoup plus, enfin, je ne sais pas si elle est plus forte, mais en tout cas, elle est plus exprimée. Et nous, c'est intéressant. Nos utilisateurs nous disent que ce que j'adore, en fait, du fait de multiplier les expériences comme ça, c'est que souvent, en 1 an avec Brigade, j'ai fait 10 ans de carrière. Et c'est vrai qu'on apprend, beaucoup plus vite. Il n'y a pas que nous, hein, on peut aller en ligne, il y a plein de vidéos, on apprend des recettes, des façons de faire. On est au contact du savoir, en fait, beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est aussi quelque chose qui change beaucoup. Ouais. Alors j'ajouterais que ça veut dire aujourd'hui qu'on se retrouve avec 2 types de profils, même si dans un des 2, il y a énormément de différents profils, mais on a un profil classique, traditionnel, qui veut rester dans son métier de manière confortable et qui n'a pas forcément envie de découvrir plus ou autre, ça existe aussi, et on a ceux qui sont hyper demandeurs, on l'a beaucoup évoqué hier lors de la table ronde sur la fidélisation du personnel, il y a vraiment une dichotomie entre ces 2 catégories de membres du personnel qui se dessinent. Donc on va peut-être
attaquer sur les solutions. Et donc, on a évoqué 2 grands angles dans notre préparation à cette table ronde. Les solutions qui sont en externe et les solutions qui sont plus en interne. Donc, je vais demander à Jean-Michel de nous parler un petit peu des solutions qui viennent de l'externe. Comment est-ce qu'on peut travailler, notamment avec de nouveaux viviers, etc. En arrivant vers les solutions, peut-être des étapes intermédiaires. Par rapport aux facteurs là, dont on vient de penser, ces évolutions sur voilà, l'aversion au risque et l'envie d'apprendre et l'autorité, moi j'anticipe 2 changements et je pense que les solutions qu'on doit mettre en place doivent être absolument compatibles avec ces changements, faute de quoi elles ne seront pas efficaces. La première, c'est que la profession doit organiser la mobilité plus professionnelle plutôt que de la subir. C'est-à-dire essayer de naviguer à contre-courant, ça ne fonctionnera pas. Mieux vaut essayer de gérer la mobilité professionnelle que de la subir. La deuxième, au niveau des compétences, ça veut dire que si les gens sont plus mobiles, si cette génération elle est plus mobile, si les fonctions, les métiers qu'on exerce sont différents, eh bien, ça veut dire que les managers devront développer ou renforcer leur leadership. Ce sera la manière, justement, par exemple, de fidéliser mieux ou d'accéder beaucoup plus à des ressources. Donc voilà, ça c'est deux grandes tendances que je vois. Mais mes collègues aussi ont aussi des idées, des solutions, je reviendrai un peu après. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Sur la mobilité géographique, ça dépend dans quelle entreprise on est. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir offrir à ses collaborateurs la possibilité voilà, d'aller tenter de continuer sa carrière à l'étranger. Ça dépend du groupe dans lequel on est et s'il y a des vocations à l'international. Ça dépend si on est dans un groupe aussi ou pas, parce qu'un hôtel indépendant qui n'a pas de partenariat à la montagne ou un à l'étranger. Un restaurateur indépendant, ou effectivement, oui, tout à fait. Et je rebondis sur former nos managers d'aujourd'hui, parce que c'est vrai que aujourd'hui, être manager, en fait, c'est encore plus difficile qu'avant. À mon sens, on le constate tous les jours. On le disait tout à l'heure avec Florent, j'étais d'accord avec toi aussi sur... on a aussi nos équipes aujourd'hui qui nous demandent beaucoup plus de temps à passer avec eux. Alors, c'est pas forcément tout de suite, on enchaîne avec de la formation, je vais te former sur telle chose, en hygiène, sur l'accueil client, la gestion des plaintes, etc. Mais déjà, rien que de leur parler aujourd'hui, parce qu'on est dans un environnement et dans un monde, là, enfin, on vit aussi en dehors de notre industrie, des facteurs qui sont très pénibles. On entend tous les jours quand on allume la télé, l'inflation, là c'est la grève des transports, je ne vous parle pas de l'état de Paris avec les poubelles, etc. Donc il y a un vrai environnement aussi à tout ça, à mon sens, qui impacte aussi l'humeur et la motivation de nos collaborateurs aussi tous les jours à venir dans un environnement. Donc nous, il y a aussi, venez déjà aussi travailler à Paris, il y a ça. Je reviens sur les managers parce que je digresse, de former nos managers au leadership aussi, c'est aussi de les former à l'écoute. Nous, on a des managers, en tout cas, nous à l'hôtel, qui sont là depuis longtemps, ils sont très fidèles à la maison, ils sont contents d'être là. Et on les forme à ça, à ces basics de leadership, parce qu'aujourd'hui, la génération qui arrive et les nouveaux entrants de leurs équipes ont besoin de cette communication et de cette reconnaissance. Et la reconnaissance dont ils ont besoin aujourd'hui n'est pas forcément pécuniaire. Voilà. Alors là, en fait, on a attaqué direct finalement sur les solutions plutôt en interne. Donc Florent, je vais te demander de rester, on va rester sur les solutions en interne. Florent, les solutions qu'on peut mettre en place dans son établissement, déjà avec son propre staff ou pour... Bon, déjà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un peu un mythe du CDI. Alors je sais que c'est plus vrai dans la restauration que dans l'hôtellerie, mais un CDI en moyenne dans un restaurant, c'est 8 mois. Donc on n'est quand même pas vraiment sur de l'indéterminé, on est sur du plutôt assez court. Donc en fait, la longueur d'un engagement dans un restaurant n'a jamais été non plus extrêmement long. Donc ensuite, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, il y a 2 types de profils. Alors attention, ce n'est pas qu'une question d'âge. Nous, parmi nos utilisateurs, il y a vraiment tout type de génération. Alors c'est peut-être un peu plus présent sur les 20-30 ans, mais on a même des gens qui, à la retraite, continuent justement de travailler parce qu'ils ont envie de garder un contact avec le secteur. Et c'est pas du tout grave en fait d'avoir ces 2 types de profils. Il ne faut pas oublier qu'à la fin, on répond à un besoin d'une entreprise. L'entreprise, elle a besoin de stabilité, ça c'est sûr. Alors déjà que ces CDI ne durent pas très longtemps, si en plus on vient lui remplacer toute sa colonne vertébrale de personnel par des personnes qui arrivent pour des missions de 2, 3, 4 jours, même 1 mois, ça ne marche pas en fait. Donc heureusement
que tout le monde n'a pas envie en fait d'aller se promener, d'aller papillonner à droite à gauche. Par contre, Ou de devenir manager. ou de devenir manager, c'est sûr. Par contre, ce qu'il faut, c'est s'ouvrir à ces personnes-là. Parce que son établissement, donc comme je disais, il y a cette assurance d'activité, cette colonne vertébrale de personnel qui, en effet, ne va pas bouger et assure, on va dire, le cœur culturel et comme je disais, la stabilité de l'entreprise. Donc ça c'est très bien. Par contre, il faut accueillir ces personnes qui vont venir soit apporter un peu des petits savoirs justement qui ont été pris à droite à gauche dans d'autres, qui vont apprendre d'autres façons de travailler et qui vont pouvoir les apporter dans l'entreprise. Donc c'est tout bénéfice pour l'entreprise qui accueille et qui vont pouvoir aussi aider à absorber des pics d'activité, une terrasse, il fait beau, on ouvre, boum, on a besoin de quelqu'un en plus et du chiffre d'affaires en plus. Donc il y a besoin en fait de cette variation. Donc il y a tout ça qui vient s'entrechoquer et pour revenir sur les solutions, la bonne nouvelle c'est qu'aujourd'hui, le digital, le smartphone existe, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, ce qui fait que quand on voulait trouver quelqu'un ponctuellement, c'était le petit carnet, les numéros de téléphone. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert que c'était un peu le bazar quand même dans l'industrie. La restauration, je disais, je viens quand même d'un milieu plutôt tech, mais la restauration a toujours été une grande passion. Quand j'ai les moyens, j'ai investi dans plusieurs restaurants et je voyais tous les managers avec leur petit carnet, noter les numéros de téléphone, envoyer des SMS. Enfin, je vous décris quelque chose que vous connaissez très bien. Et je me suis dit, waouh, c'est pas possible quand même. Il y a des outils qui sont incroyables aujourd'hui pour connecter en fait un besoin et une offre. Et donc en fait c'est ça. Et des outils, bon, il y a nous, il y en a plein d'autres. Hein. Je peux même citer des concurrents qui sont présents sur le salon. Il y a une éducation du marché à faire. Il y a plein de nouvelles formes de travail qui se développent et qui sont rendues possibles par ces outils-là. Et en fait, faut les embrasser à fond. Ça soulève plein de questions, mais il vaut mieux en parler et tenter de trouver les réponses ensemble. Mais ça veut dire concrètement, pour en revenir à ce fameux CDI, on garde le fameux CDI et on fait varier les formes de contrats. Qu'est-ce qui existe comme différentes formes de contrats? Alors Florent et pour le coup Julie, ce que tu proposes à la réserve. Florent. Il y a ce qui existe déjà aujourd'hui. Donc tu encourages pas seulement ton modèle, mais tous les modèles qui peuvent... En fait, les besoins des individus sont tous différents. Il y a plein de modes de contrat différents qui répondent, c'est une chance d'ailleurs, plutôt à ces besoins, donc soit de stabilité de long terme avec le CDI ou un peu moins avec le CDD. Il y a des contrats d'extra, CDD d'usage du coup, qui répond à des besoins assez ponctuels, un peu compliqués à mettre en place, je trouve quand même pour les entreprises. Il y a des gens qui ont envie de travailler à leur compte, donc de ne pas avoir de lien de subordination avec l'entreprise, ce qui ne veut pas dire qu'ils vont mal faire leur mission. Ils viennent, ils font cette prestation comme n'importe quel indépendant le ferait sur n'importe quel métier, qu'il soit graphiste, cuisinier ou serveur. Donc il y a tous ces profils-là qui existent, et donc en fait il faut utiliser, voilà, on a un défi devant nous, j'aime pas du tout le terme de fatalité, ce défi, il y a plein de façons d'y répondre, et toutes les façons sont bienvenues. C'était une provocation, je bien sais. sûr. Julie, qu'est-ce qui existe comme type de contrat à la réserve? Tout. Principalement du CDI, voilà. Bien évidemment. Après, nous, on est dans un secteur très particulier. Alors, qu'est-ce qui a changé dans les formats proposés, peut-être? Est-ce qu'il y a eu du changement? Oui, il y a eu CD d'entreprises comme celle de Florent, oui, tout à fait. Tout à fait, sur le ponctuel. Alors, nous, on ne veut pas que ça devienne on veut que ça reste ponctuel, ces solutions-là, parce que nous, on est dans un environnement où on fait du luxe et de la personnalisation de services. Et on ne peut pas se permettre, en tout cas pour l'hôtel où je travaille, de mettre des collaborateurs différents en face de nos clients aujourd'hui, que ce soit sur le restaurant étoilé ou en hôtellerie ou même dans notre brasserie chic. Mais bien évidemment que ça fait partie effectivement des nouveaux défis sur lesquels on a dû s'adapter. On a toujours un peu le carnet quand même avec les numéros de téléphone parce qu'on ne peut pas changer tout de suite tous nos managers. Et pour les extras, ça fonctionne bien. Pour le coup, c'est un modèle qui est classique. Non, mais à l'ancienne, le restaurateur casse sa petite liste d'extras et qui contacte toujours les mêmes extras. Ça fonctionne parce qu'il y a, en fait, si vous voulez, il y a cette marque de confiance parce qu'on se connaît. Et on a la qualité aussi de service. On connaît la personne qui va rentrer, notre petit carnet il est bien utile, alors qu'on fait confiance aujourd'hui parce qu'ils ont prouvé, que ce soit Brigade ou d'autres de tes concurrents, Florent, de toute façon, s'ils envoient quelqu'un qui ne convient pas, cette personne-là ne revient pas chez nous, ça c'est évident, et nous on a un suivi très pointilleux là-dessus. Et donc Julie, au-delà de moduler les types de contrats, de s'ouvrir à des solutions, etc., qu'est-ce que tu peux faire en interne? Qu'est-ce que tu fais en interne, notamment on a évoqué l'amélioration des conditions de travail, la valorisation du métier ou encore les perspectives de carrière et même l'utilisation de ton personnel en interne pour faire venir
leur propre entourage potentiellement? Comment on fait pour qu'ils fassent... Voilà. Exactement. Alors déjà, nous, il y a une remise en question de nous aussi, parce que l'industrie, le secteur doit aussi se remettre en question, et nous aussi. Donc on va former nos managers qui vont devoir aussi parler à nos collaborateurs. On commence déjà même avant l'entretien. Moi, c'est une des questions que je pose tout de suite, même avant de rencontrer la personne, c'est quel est le projet professionnel? Et si je tombe sur quelqu'un qui déjà ne sait pas trop, je vais essayer de trouver après des axes aussi dans le recrutement pour voir ce qu'il recherche ou ce que la personne recherche, en tout cas pour essayer d'appuyer là sur son besoin aussi du moment, corrélé avec le besoin de l'entreprise, bien évidemment. Parce que, est-ce que c'est un vrai problème de ne pas avoir un projet professionnel? Non, ça peut le devenir si, en gros, je fais rentrer un collaborateur, une collaboratrice, et 3 mois après, alors qu'elle m'a dit qu'elle resterait 1 an chez moi, moi j'ai investi sur cette personne-là, on a passé du temps, l'équipe a compté sur cette personne-là, et qu'elle s'en va parce que finalement, elle ne veut plus faire de restauration, elle veut se lancer dans une appli ou ouvrir une chambre d'hôte, par exemple. Je dis des exemples complètement fous, mais ça nous arrive tous les jours aujourd'hui, voilà, d'avoir ça. Et c'est vrai que là, avant, on se dit, OK, donc c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Et là, on énumère tous nos avantages qu'on a, peut-être contrairement à d'autres établissements. Elle dit, oui, mais c'est pas du tout une question d'argent, c'est que en fait, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'aller voir autre chose. Par exemple, je parle pas bien, la dernière que j'ai eue en date, c'est je parle pas bien espagnol. Donc là, en fait, je vais m'installer à Madrid, d'accord? Pour faire quoi? Je sais pas encore. Je vais d'abord habiter à Madrid. Et après, je verrai ce que je vais faire, si je reste dans l'hôtellerie ou la restauration. Parce qu'on aurait pu l'aider, nous, avec nos réseaux aussi, à trouver et à continuer sa carrière en hôtellerie et en restauration. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est face à ces profils où on est dépassé, mais ça existe, donc il va falloir qu'on s'adapte, ouais, c'est sûr. Et tu me parlais de prime de cooptation. C'est un moyen oui, tu aimes bien la prime de cooptation. Voilà. Ouais. C'est nouveau, alors on n'est pas les seuls à le faire. Effectivement, on veut récompenser la cooptation, pas que pour avoir cette récompense pécuniaire, comme je disais tout à l'heure, mais aussi ça rassure la génération d'aujourd'hui de travailler avec des gens qu'ils connaissent aussi. Et ça, nous, on est complètement fine avec. Et si ça peut créer une cohésion de groupe, d'équipe, et en fait tout le monde est content du deal, nous, ça nous va aussi. Et c'est quelque chose de nouveau? Ça a toujours un petit peu existé, c'est juste que maintenant on le formalise avec une récompense, quoi. Exactement. Je voyais Jean-Michel qui veut réagir depuis tout à l'heure. Sur les contrats, effectivement, je pense que le contrat n'est pas la question. Les pratiques de la génération dont on parle, encore une fois, il y a différentes générations qui sont à l'emploi. Il n'y a pas de problème, ils se lancent sur le marché du travail, ils vont avoir différentes activités. Au contraire, ils veulent cette diversité parce qu'il y a le plaisir de la découverte. Et par contre, ils ne veulent pas prendre trop de risques dans le sens salariat. C'est-à-dire que le contrat, qu'il soit CDI, CDD, c'est d'usage ou n'importe quoi, ce n'est pas le problème. Ce qui va m'apporter, le contrat va m'apporter, m'évite le risque de paiement à la fin du mois, parce qu'il faut quand même faire rentrer un peu d'argent, m'offre la flexibilité, je peux bouger quand je veux, et la sécurité d'emploi que je vais avoir, c'est par la valorisation de mes compétences dans d'autres activités ou d'autres entreprises ou d'autres industries, selon le cas de figure. Donc, le problème, c'est pas la question. Il y a peut-être ce qui est important aussi, c'est le titre que l'on donne au poste. Enfin, je ne sais pas, on échange sur les pratiques. Moi, ce que je vois de la part des étudiants, c'est tout ce qui porte le mot mission, projet, développement, ça attire tout de suite beaucoup plus que si c'est un poste statique, chef de rang, réceptionniste, etc. Donc il y a la dynamique qui va être importante, je pense, dans la formulation des postes. Et comment on fait quand on recrute un chef de rang et qu'il faut changer la dynamique du titre? Au service, on va avoir la mission de satisfaire et d'accueillir le client, mais ce n'est pas que de le réceptionniste. Donc c'est travailler sa description d'offre d'emploi. Ouais. Julie. C'est exactement ça, c'est de refaire le descriptif de poste et de proposer des missions annexes. Alors forcément, en administratif, ça demande de faire des avenants et autres, mais c'est de se dire déjà, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Mais c'est bien aussi parce que finalement, ils sont sur le terrain tous les jours, en tout cas pour nous, donc on les écoute, ils nous font remonter aussi des besoins peut-être de nos clients et autres, et on se retrouve en fait effectivement à créer presque des postes hybrides. Alors, toutes les entreprises ne peuvent pas le faire. Nous, on y arrive parce qu'on est une petite structure. On est 160 employés à l'année et on arrive à 180 en saison, d'avril à septembre. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de... Je trouve pas le mot, mais on a beaucoup de postes où nos collaborateurs sont multifacettes. Ouais. Ça ressemble à quoi concrètement? Après, Florence, je te laisserai réagir.
Un exemple de poste hybride comme ça, à multicompétences? Ouais. Multimission. On a Moi, un j'en ai un réceptionniste qui me slash vient, guest je- slash Oui, mais j'avais- assistant de direction. Par exemple, moi j'avais des Slash étudiants duty manager, pardon. qui ont pris des postes, notamment sur la réception. Bah, ça va consacrer moitié, trois quarts du temps maximum. Et l'autre quart, c'est un soutien à des activités d'assistant FNB ou dans un autre département, à l'économa ou différentes choses. Donc en fait, ça permet à la fois de découvrir d'autres fonctions, le plaisir de la découverte, et puis d'avoir une horizon. Ils conçoivent le temps avec une fin programmée, quoi. C'est un projet. Je suis là parce que je veux obtenir tel truc, et donc dans 6 mois, dans 1 an, j'ai une étoile, et puis je passe à la suivante, quoi. Donc il faut qu'il y ait une mission. L'autre exemple plus parlant du coup, Vanessa, c'est aussi chez nous, on a quelqu'un qui était responsable économa et stewarding et qui est aujourd'hui en charge de la mise en place de notre politique RSE par exemple. Voilà. Donc être attentif à ce que les écouter le staff. Florent, tu voulais... Oui, c'est rigolo comme discussion. Enfin, c'est intéressant. J'ai l'impression de voir les. Je ramène à mon secteur, c'est ce qui s'est passé il y a 10 ans. Alors attention quand même, hein, les changements de nom de poste pour déguiser un métier, je sais pas si. Je pense pas qu'il soit si dupe que ça. Je dis pas que ça ne marche pas, mais il faut le contenu bon, aussi. Il faut changer. plus la il faut changer un peu le description. contenu quand même derrière. Mais en fait, ça mais montre. tout va avec, hein, la rémunération, etc. Exactement. Et en fait, j'allais revenir sur. Pas nos collaborateurs. Pour moi, il y a 3 piliers dans l'attractivité. Il y a la rémunération. Il faut quand même. Enfin, c'est le sujet numéro 1. Hein. Si les gens viennent, certains se mettent à leur compte et travaillent avec des plateformes comme nous, c'est parce qu'ils gagnent mieux leur vie. Hein. Ça, c'est le sujet numéro 1. Deuxième sujet, c'est les conditions de travail. Donc ça, c'est l'accueil sur la mission, les horaires. Et donc le fait d'être à son compte fait qu'on reprend aussi la main là-dessus. Parce qu'on décide de ses horaires, on décide quand on travaille. On peut allier ça avec une vie de famille ou avec un autre projet. J'ai jamais rencontré autant de profils différents. Tu parlais de personnes qui ont en effet un projet que depuis qu'on rencontre notre communauté, où j'ai parlé à des musiciens, des footballeurs pros qui en fait financent même par moment un projet grâce au milieu du CHR et qu'ils adorent, hein, c'est pas l'un ou l'autre, mais ils ont besoin en fait de flexibilité là-dessus. Et le troisième, c'est la capacité à se projeter en fait, c'est l'envie d'apprendre, ce qu'on disait tout à l'heure. Et si on n'a pas ces 3 piliers, en fait, le métier est pas attractif. Il faut pas, ce que je reproche un peu au débat aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à traiter individuellement les sujets, alors qu'en fait, il faut vraiment que les 3 soient réunis pour que le métier soit attractif. Et après, attention, parce que dans les discussions qu'on a là, il y a une vraie structure, on sent, enfin, quand tu parles du groupe, il y a une vraie structure RH derrière qui est capable de mettre ça en place. Il ne faut pas oublier qu'en France, la restauration, c'est beaucoup de restaurateurs indépendants qui n'ont pas les moyens d'apporter tout ça. Et c'est là où des outils, en fait, qui d'une certaine façon viennent par le digital, par l'automatisation, viennent amener aussi ces services-là à des entreprises qui sont plus petites et extrêmement importants. Mais du coup, quand tu parles du fait que l'entrepreneur choisira ses horaires et que c'est ce qui leur plaît dans ce modèle-là, mais pour l'entreprise, comment ça se construit concrètement? Non, attention, il accepte une mission à des horaires définis par l'entreprise, mais il a la liberté de l'accepter ou non. C'est très simple, hein. Enfin, Brigade, c'est pas d'une certaine façon, c'est pas très compliqué. Il y a des entreprises qui postent un besoin, qui disent j'ai besoin d'un chef de rang de telle heure à telle heure à tel endroit. La mission est mise à disposition en fait de la communauté et il y a quelqu'un qui va l'accepter, mais qui est complètement libre de l'accepter. Et c'est ça qui change tout. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des gens qui disent moi, pour la première fois de ma vie, je peux décider de ne pas travailler le mercredi et aller amener mes enfants à leur activité du mercredi après-midi. On a je digresse un peu, mais sur le secteur du médico-social, on a des infirmiers et des aides-soignants qui nous disent pour la première fois de ma vie, alors j'ai une situation compliquée à gérer en début de semaine, par exemple un décès, je peux décider de ne pas travailler le reste de la semaine, le temps de m'en remettre. Ce sont 2 univers très, très proches l'un de l'autre Exactement. dans les Où contraintes. Et puis il ne faut pas oublier, ce sont des métiers qu'on fait pendant que les autres se reposent, entre guillemets, en fait, pendant que les autres en profitent. Et donc, on est, d'une certaine façon, on est un peu soumis en fait, à une masse de personnes qui nous utilisent. Donc, il faut aimer le service, il faut aimer rendre service au vrai sens du terme. On en vient aux fondamentaux. Exactement. Et donc, si ça s'est un peu perdu, il y a un manque de reconnaissance là-dessus qui revient. Et en fait, nous, ce qu'on constate, c'est que le fait de travailler à son compte permet de retrouver cette fierté. Et on a d'ailleurs, c'est souvent la stat que je donne à chaque fois, on a 75% de nos utilisateurs qui disent que s'ils ne peuvent plus exercer leur métier comme ça, ils le quittent. Julie, tu voulais réagir, je vois tout à l'heure.
Je peux foncièrement être que moyennement d'accord parce que C'est un peu l'intérêt d'une table ronde aussi, c'est un débat, c'est intéressant. si tu veux, nous on a eu le problème où quand on faisait appel à de l'intérim et à du task force comme ça ponctuel, forcément on a beaucoup moins de profils les week-ends et on a beaucoup moins de profils disponibles le soir pour faire le chiffre de 17h, 23h ou 16h30, minuit. Nous on est des industries, on est ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est là où effectivement il y a un nouveau défi de la part de tout le monde et de se dire comment on peut faire, parce que oui c'est important, et là, je suis d'accord avec toi, que la maman de 2 enfants, si elle a besoin le mercredi de s'occuper de ses enfants, puisse y aller, ou avoir des week-ends pour profiter de sa famille ou faire des activités personnelles même s'il n'y a pas d'enfants dans le loop. On est face aussi, nous aujourd'hui, en tout cas moi en hôtellerie haut de gamme, où je ne peux pas mettre des robots en face des clients pour que tous mes collaborateurs ne puissent pas, puissent avoir la vie qu'ils souhaitent. Alors je ne dis pas que c'est une fatalité, parce que j'aime pas le mot non plus. Mais du coup, il faut que ça tourne, et c'est un métier de passion aussi. Donc effectivement, nous, tous les gens qui sont dans l'industrie, ce sont des passionnés. On est aussi là, c'est un autre débat, c'est peut-être un autre sujet de conférence, on est aussi confrontés là entre plusieurs générations. Aujourd'hui, nous, on peut avoir des managers ou des chefs qui sont d'une certaine génération et qui ne comprennent pas. Aujourd'hui, l'entrepreneur qui va venir chez toi et qui va vouloir travailler de 8h à 17h parce qu'il habite à Lille, tu vois, et qu'il doit prendre son train pour rentrer, par exemple, parce qu'il ne veut pas habiter à Paris, parce qu'on peut être confronté aussi à ça. Alors, c'est des exemples très spécifiques, mais on s'adapte, et jusqu'à un certain point. Pour l'instant, on est d'accord. Hein, mais non, pour être clair, hein, c'est l'entreprise qui définit les conditions de la prestation. Hein. Il n'y a pas... Et comme toute prestation, si je prends un plombier pour installer une douche chez moi, s'il me dit oh non, en fait, je vais faire ça dimanche entre 23h et 4h du matin, puis d'ailleurs la douche, je vais la mettre dans le salon, non, ça ne va pas se passer comme ça. C'est exactement la même chose. Le client est le donneur d'ordre, fixe les conditions d'exercice de la mission. Bon, après, si la mission est acceptée par personne, parce que personne veut faire cette prestation, à ce moment-là, il y a peut-être des questions à se poser d'attractivité de la prestation, mais c'est pas ce qu'on constate, et je le dis devant une partie de l'équipe, donc je n'ai pas de problème à le dire. Et ça marche très bien. Il y aura toujours des gens pour aller accepter la mission. Je vais devoir mais nous, pour faire évoluer, je me permets, pour faire évoluer les gens, on a besoin aussi qu'ils restent un peu chez nous, parce qu'on parlait d'évolution aussi tout à l'heure. Mais c'est complémentaire, c'est ce qu'on disait. Il faut D'ailleurs, Florent, on va devoir arrêter ce débat-là, parce qu'il faut qu'on avance dans la table ronde. Non, on a toute la partie solutions externes aussi. Pour moi, c'est le matin. Là, Ok, donc l'idée, c'est quand même de passer aussi sur les solutions. Là, on a parlé surtout finalement de ce qu'on peut faire en interne, mais l'idée, c'est aussi de s'ouvrir et d'aller chercher ailleurs ce qu'on peut faire pour attirer plus de monde vers les métiers, revaloriser les métiers. Et là, je vais me tourner à nouveau vers Jean-Michel, et notamment vers le travail qu'il peut y avoir avec les collèges, les lycées, etc. Ouais. Et peut-être pour venir là, effectivement, se rappeler resynthétiser rapidement ce constat, c'est que on a une génération qui est très dans la mobilité professionnelle, éventuellement dans la mobilité géographique. Ce qui est étonnant, c'est qu'on est quand même une industrie qui accueille le touriste et qui gère le voyage, et on n'est pas très fort pour gérer le parcours de la force de travail. Donc ça pose quand même un problème de fond, c'est interrogeant. Moi, je regarde un peu notre expérience côté école. Les écoles qui réussissent, c'est celles qui offrent les 3 tiers. Donc c'est 1 tiers l'académique, c'est 1 tiers l'insertion professionnelle, et c'est 1 tiers le divertissement en mobilité. Donc, c'est une attente. Partant de là, on a les mêmes problématiques dans les écoles et dans la profession, c'est-à-dire qu'on aurait intérêt à remonter notre marché en aval. Si nous n'avons pas d'étudiants dans les écoles, vous avez moins d'employés dans la profession, donc on aurait intérêt à aller ensemble sur le terrain, effectivement, susciter peut-être plus de vocations, mais il y a différents objets, il y a le travail collaboratif, il y a le digital qui peuvent aider à faire rentrer ces personnes sur le travail. Tu parlais de mission d'inquisition lors de nos échanges. Oui. C'est une complémentarité. C'est-à-dire que si nous, on va voir, je dis nous, les écoles, si les écoles, on va dans les collèges et on dit, tiens, voilà, il y a du boulot, il y a des choses vachement sympas à faire dans le tourisme, l'hôtellerie et la restauration, on n'est pas crédible. Pourquoi est-ce qu'un professeur d'université pourrait dire que tel métier dans l'hôtel, c'est sympa ?
Et pourtant, on a cette soif d'apprendre, effectivement, qu'il y a une attente. De l'autre côté, si les professionnels ils y vont et puis disent OK, bah, nous, on a du service à faire ou du digital ou des trucs, ça fonctionnera moins. Je pense qu'il y a une vraie synergie à avoir les deux ensemble. La difficulté, c'est de faire collaborer les uns et les autres. Alors, évidemment, les professionnels vont dire oui, mais pendant que les jeunes sont dans les formations, ils ne sont pas sur le marché du travail. Ouais, bon, c'est une histoire de fond de roulement, comme on dit dans le business. Dans 2 ans, dans 3 ans, ils vont sortir une fois qu'on a la rotation. Je pense que le problème, c'est plutôt l'intérêt individuel. Chaque sous-secteur tire un peu sa couverture de son côté. Et puis les écoles, les universités, etc., ne veulent pas forcément non plus aller démarcher cette clientèle en direct. Là où il peut y avoir une grosse synergie, c'est, ne pas oublier, je termine là-dessus, c'est vraiment la fonction des écoles pour les professionnels. On apporte un soutien dans le marketing en permettant de toucher une cible qui est captive. Et ça, je crois que c'est assez fondamental et ça justifie en soi-même d'aller ensemble vers l'amont. C'est une des solutions, à mon avis, externes. Julie, est-ce que tu peux rebondir sur le travail justement que tu peux faire ou l'ouverture de la réserve? Est-ce que tu ouvres la réserve à des jeunes hors professionnels qualifiés, mais en amont de ça? Complètement, on accueille des stages d'observation, comme on appelle, même de mineurs. Il y a beaucoup d'établissements qui ne le font pas. Nous, on le fait avec la sécurité. C'est du temps, effectivement. Mais on y tient beaucoup. Ces petits stages d'1 semaine où ils font le tour des services avec les managers présents qui peuvent les recevoir, tout à fait. Moi, je me déplace tout au long de l'année dans toutes les écoles, mais pas que les grandes. Voilà, pour les citer, Ferrandi, Institut Paul Bocuse et les spécialisés, très spécialisés, et la Sorbonne. Merci Jean-Michel. Ou Vatel ou autres, etc. Et le FMH, voilà. Médéric ou autre. On va aussi, voilà, on s'est déplacé toutes les écoles. Je me déplace dans des CFA de Saint-Nazaire pour aller raconter aussi aux jeunes que venir à Paris, ça fait pas peur. Venir travailler dans l'hôtellerie de luxe, ça fait pas peur non plus. Florent qui fait une tête bizarre. Bon, tout le monde n'est pas fait pour venir, bien évidemment, travailler dans nos domaines. Moi, avant de rejoindre l'opération à la Réserve Paris, j'étais enseignante formatrice dans une école hôtelière à Paris et on s'adaptait à tout un chacun. Tous les profils des étudiants, des jeunes aujourd'hui ne sont pas faits pour bosser tous dans la même industrie, et heureusement d'ailleurs. Et c'est aussi, c'était mon job quand j'étais en établissement scolaire, et ça l'est aujourd'hui, c'est peut-être un peu une déformation, mais qui me sert beaucoup aujourd'hui, d'essayer d'aller personnaliser justement ce qu'il faut ou pas, et si on peut travailler ensemble. Donc de faire des conférences aussi comme ça aujourd'hui, c'est super. Je recroise plein d'anciens collaborateurs, plein d'anciennes étudiantes qui viennent me raconter tout ça. À midi, j'avais encore une table de jeunes qui est venue découvrir la carte du chef. Voilà, ils étaient 5, ils ont envoyé un message tout à l'heure en disant qu'ils avaient passé un super moment. Et en fait, tout ça, nous, ça consolide notre marque employeur, qui est importante aussi, parce que bien que je sois d'accord quand même avec Florent que les 3 piliers sont le salaire, il faut bien qu'on vive, c'est sûr, et de proposer un environnement de travail aussi adéquat, c'est évident. Mais c'est vrai que pour moi, tout ça, c'est on va dire entre guillemets déjà de l'acquis. Nous, on veut proposer plus. Voilà, il faut qu'on arrive à proposer plus aujourd'hui. Florent, tu voulais réagir, je crois. Ouais, sur l'attractivité, je trouve qu'il y a un vrai sujet de langage et de valorisation des métiers. C'est un peu le mal français, hein. Si on ne fait pas une grande école, on a raté sa vie. Il faut d'urgence sortir de ça. Je passe beaucoup de temps à expliquer ce qu'on fait auprès d'acteurs publics et politiques. Et j'entends encore trop de oui, enfin, cuisinier, c'est pas très qualifié comme métier. C'est terrible d'entendre des phrases comme ça. On met n'importe qui ne travaille pas dans la restauration dans une cuisine, on sait tous très bien ce qui se passe. C'est dangereux pour la personne elle-même. Il y a un sujet autour de ça. En fait, dans le langage qu'on utilise pour parler de ces métiers, il y a des choses qui me gênent beaucoup. Et on se retrouve aujourd'hui, nous on rencontre des gens qui nous disent je suis, moi je suis que cuisinier. Ouais, je travaille dans la restauration, c'est pas très intéressant. Et en fait, on l'a tellement répété depuis des années qu'en fait, aujourd'hui, il y a des gens qui se dévalorisent eux-mêmes. Et ça, moi, je trouve ça terrifiant.
Et pour refaire le parallèle avec le médico-social, on a exactement la même chose. Je suis infirmière. Et alors qu'est-ce qu'on fait? Que Il faut quoi, aide-soignant. une campagne de Et donc, valorisation? en fait, je trouve que tous collectivement, parce que j'ai aussi entendu des gens de l'industrie dire ouais, enfin ça va, c'est juste des serveurs. Ah ouais, enfin sans eux, ton resto il est fermé, il marche pas. Et donc collectivement, il y a quelque chose à faire dans le langage qu'on utilise pour parler de ces métiers dès le plus jeune âge, que ce soit valorisé et valorisant. Personne n'a envie de s'engager dans un métier qui est un beau métier, un super secteur. En plus, on apprend beaucoup. On peut créer son entreprise après quelques années. Enfin, il y a des très très belles réussites quand on a ses parents qui nous disent oh, tu vas quand même pas faire ça. Et donc il y a un vrai sujet d'éducation autour de ça. Ça veut dire que quels acteurs peuvent Tout le monde. qu'est-ce qui peut être déclenché? Puisque les parents, c'est ceux qui éduquent, mais il y a la médiatisation, il y a l'école, on parlait des collèges. C'est vrai qu'il y a encore l'imaginaire collectif avec cette voie de garage, t'es pas bon à l'école, ben, va faire un apprentissage. Je pense qu'on y est peut-être moins quand même que précédemment. Jean-Michel Acquiesce. Jean-Michel, est-ce que ça a évolué quand même ouais, ça? non, mais je crois Une petite qu'effectivement, note positive. serait bien. c'est aussi je parlais de la crise de l'autorité, c'est vraiment un exemple. Le sachant n'est plus le dépositaire naturel du savoir. Et donc, c'est pas un facteur de cohésion en équipe, par exemple, parce que le savoir, on l'a sur Google, c'est 3 fois plus rapide. Donc, il faut trouver autre chose. Ça veut dire que le savoir, je le cherche sur Google quand j'en ai besoin. Donc, j'ai besoin qu'on me fasse voir une situation. C'est une intelligence des situations. J'ai besoin qu'on me fasse voir une situation. La cuisine, c'est vachement bien. La mécanique, ça peut être sympa. Voilà, chacun son truc, mais il faut qu'on me le fasse voir. Et donc, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure que, à mon avis, on aurait intérêt à mixer l'enseignement et la profession pour les publics les plus jeunes, parce qu'il faut montrer qu'il peut y avoir un savoir dans les pratiques. D'où la mission d'inquisition, partenariat professeur-professionnel qui aille directement sur le terrain, dans le général, et pas juste dans les écoles hôtelières, surtout pas. C'est vraiment l'idée, c'est d'aller vers des... Ouvrir les champs des possibles, en fait. Montrer. Surtout qu'on est dans des métiers qui se montrent. Julie? Ouais, je suis pas trop d'accord avec toi. Ça a été le cas peut-être il y a une dizaine d'années, ce que tu as avancé tout à l'heure. Peut-être que tu as plus, toi, que moi dans mon environnement, ces retours-là. Aujourd'hui, le métier de cuisinier est hyper valorisé avec toute la médiatisation qui existe aujourd'hui autour des métiers de la cuisine, de la pâtisserie. Alors, à bon escient, à mauvais escient, c'est quand même globalement plus positif aujourd'hui qu'autre chose. Il y a des jeunes qui arrivent, qui ont des étoiles dans les yeux, qui nous parlent des recettes de leurs parents et de leur grand-mère et qui ont envie d'en faire leur métier. Et en tout cas, voilà, nous, on les porte là-dessus. Après, c'est pas des métiers faciles, ça c'est sûr. Aujourd'hui, le jeune qui va regarder une émission aujourd'hui sur la cuisine ou la pâtisserie qu'on voit tous les jours, oui, c'est des métiers où on est tous les jours debout, on travaille dans des moments de rush, on travaille dans des zones de chaleur, dans des zones de froid. On peut être nombreux dans une cuisine, voilà, il peut y avoir de la pression ou autre. Mais tout ça, après, bon, c'est une question de savoir si moi, en tant que personne, je suis prêt à travailler comme ça, si je l'accepte et si je suis fait pour ça aussi, voilà. Mais et les métiers de la salle non plus. Et nous, ce qu'on fait aussi pour valoriser tout ça, moi, je suis souvent jury dans des concours que des écoles organisent ici, sur Paris ou même en province. La dernière était à Nice d'ailleurs, où justement on va dire aux jeunes c'est bien ce que vous faites et vous faites un super métier. Le trophée CDRE la semaine dernière. Apologier. Exactement. Ouais. Et le lendemain, justement, c'est une transition parfaite pour ce que je voulais évoquer, parce que moi, je vais rejoindre Florent sur un point. Ça ne sera pas les métiers de la cuisine ou de la salle qui ont aussi bénéficié d'une revalorisation quand même ces dernières années. Mais quid du personnel d'étage? Pour le coup, là, on a vraiment un regard collectif qui est très négatif. Et la semaine dernière à Nice, il y avait le concours de meilleur ouvrier de France gouvernant. Et c'est vrai que peut-être que ces métiers-là, par contre, eux souffrent encore cruellement, par contre, d'un problème de valorisation. Il n'y a pas de côté brillant quand on parle de femmes de chambre ou d'hommes de chambre. Je ne sais pas ce qu'on dit pour les hommes. Mais est-ce que, du coup, le dernier point qu'on n'a pas évoqué, c'est les nouveaux viviers, les personnages différents qui ne sont pas formés, qui sont des seniors ou qui sont des profils en reconversion ou des jeunes en décrochage? Comment on va aller chercher tous ces gens-là?
Alors aujourd'hui, moi je constate qu'ils peuvent venir directement à nous aussi. Et aujourd'hui, je trouve qu'on est face à des personnes, quel que soit leur âge, qui osent. Qui appellent directement en nous disant voilà, je ne connais absolument rien au job, est-ce que je peux vous envoyer mon CV? Carrément. Bien sûr, on va t'apprendre un métier, on peut te l'apprendre. Par contre, en entretien, on va quand même essayer de déceler 2-3 choses. En tout cas, moi, pour mon industrie, qui va être le savoir-être aussi, qui est lié à une éducation parentale et autres. Et après, nous, on n'a aucun problème à apprendre le métier à des gens qui nous solliciteraient si le besoin s'en ressent. D'ailleurs, on ne fait pas, quand on se déplace aussi pour promouvoir nos métiers, on ne se déplace pas que dans des écoles qui sont spécifiques au métier HCR. Ça peut être du commerce. Je sais que on peut être aussi avec. On a beaucoup bossé avec S-Mode, nous en tout cas. Et il y a des jeunes qui, même s'ils font d'autres études qui ne sont pas liées à ça, sont quand même intéressés par notre industrie, il faut le savoir. Peut-être aussi en aparté, mais ça peut être un conseil pour les plus jeunes de notre public et puis pour les plus anciens qui supervisent les plus jeunes. Il ne faut pas oublier l'étage managérial. C'est aussi important pour gérer cette crise de vocation. Moi, je vois quatre possibilités qui se renforcent les unes aux autres. Et je rejoins Florent sur les outils digitaux. Dans les compétences, un des conseils qu'on peut donner, c'est globalement aux managers de savoir s'entourer des ressources dont ils ont besoin. Ça sera une des clés futures et donc de motiver ces gens. Le premier, c'est maîtriser les outils digitaux de collaboratif. Ça va être la base et c'est encore pas le cas de tout le monde. Le deuxième, c'est donc savoir s'entourer de compétences variées, gérer son réseau, former ses collaborateurs pour ceux qu'on a déjà. Donc, il y a des initiatives, par exemple Tutoreka qui est sur le salon aussi, où on insère de la vidéo dans les métiers. Une troisième compétence qu'il va falloir développer, c'est ce charisme, développer son influence, séduire, fasciner. C'est ça qui va attirer beaucoup plus que l'autorité ou beaucoup plus que le contrat de travail. Et c'est l'exemple aussi des chefs, entre autres. Et puis le quatrième, on retombe sur la cooptation et la rémunération. Je pense qu'il y a moyen d'enrichir le travail, notamment par montrer le succès. C'est important, quoi. Donc les réseaux sociaux, elles sont là, autant vaut s'en servir. Donc par exemple, enrichir le travail des plus jeunes en leur offrant, on parlait de la diversité des missions, la possibilité de représenter leur équipe, de représenter leur brigade, de représenter leur environnement. Et ça, je pense que ça fait une triptyque. Des ambassadeurs. Des ambassadeurs, ça diversifie, ça enrichit le travail et ça peut aider aussi à la gestion de la crise des vocations. Alors, on arrive au bout de la table ronde. Par contre, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ah, devant. On va prendre le micro. Je vais changer de métier. Bravo, Jean-Michel. Merci. Quelle agilité. Donc, je me présente, je m'appelle Mamadou, j'ai 35 ans. J'ai quitté le secteur de la restauration rapide cette année, au bout de 18 ans, chez le Clown. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'y trouvais plus forcément mon compte en plan de carrière. Donc, j'y avais encore des évolutions possibles à court moyen terme, mais à long terme, voilà, j'ai préféré quitter et puis me lancer dans d'autres projets. Donc, j'ai plutôt une question qui va un peu plus s'adresser à Julie. Quel est votre plan d'intégration et de formation en lien avec les nouvelles technologies pour fidéliser vos employés? Spécifiquement à mon hôtel. Après, ça s'adresse un peu à tout le monde de façon générale, parce que j'en prends pour mon exemple, parce que j'ai quitté la restauration et parce qu'ils n'ont pas su me garder au bout de 18 ans quand même. Vous avez passé 18 ans dans l'industrie, c'est ça? Ok. Ouais, donc après, la prochaine étape pour vous, c'était de devenir franchisé presque. Voilà. Mobilité. Donc il peut y avoir des points bloquants aussi après comme ça, parce que est-ce que vous étiez prêt à devenir franchisé ou pas? Forcément, ça a des autres. Investir. Exactement. Après, c'est d'autres critères qui rentrent en compte. Chez nous, forcément, oui, il y a un parcours d'intégration, bien évidemment, mais qui commence déjà en amont du recrutement sur les canaux de distribution de nos offres. Le collaborateur, une fois qu'il est rentré, donc il y a plusieurs étapes. Il y a avant qu'il rentre,
au départ, 6 mois après et 1 an après. Donc on fait des points à date. Donc il y a un parcours d'intégration au début qui diffère en fonction des métiers. Je prends le métier de concierge, par exemple, chez nous. Demain, si on fait rentrer un concierge, il va venir faire une intégration globale au groupe. On va lui expliquer ce qu'est Michel Rébier Hospitality. On va lui expliquer comment fonctionne l'hôtel qu'il a intégré. On va lui présenter l'équipe et il va avoir une semaine complète d'intégration. Il va déjeuner dans nos restaurants. Il va dormir dans une de nos chambres pour avoir l'expérience client, parce que là j'étais sur le cas du métier de concierge, il va rencontrer, déjeuner et ou dîner ou faire un café avec tout le comité exécutif de direction. Donc nous on est une petite structure, c'est-à-dire que tous les collaborateurs et collaboratrices aujourd'hui sont en lien direct avec notre direction générale et le propriétaire de l'établissement. Donc il y a une prise de décision très rapide chez nous, contrairement peut-être à d'autres groupes. Au bout de la moitié de la période d'essai, on demande un rapport d'étonnement. Parce qu'il y a peut-être des choses que nous, on ne voit plus et qui sont intéressantes, et que si cette personne-là, on l'a fait rentrer chez nous, c'est parce que son profil nous intéressait, qu'il y avait des compétences à apporter. Et moi, je suis pour le 50-50, c'est-à-dire, tu viens dans mon entreprise, je peux t'apporter des choses et te faire évoluer, mais toi aussi, tu peux m'apporter des choses, bien évidemment, en fonction du degré d'expérience de la personne. Et puis, on finit une période d'essai, soit elle est renouvelée, soit non. Ça se fait toujours via un entretien, RH et manager, et à la fin de la période d'essai aussi pour valider la personne sur son contrat. Allez-y, les questions. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Et juste, Julie, tu parles de rapport d'étonnement. Est-ce que ce rapport d'étonnement n'a lieu que pour les contrats en interne, je vais l'appeler comme ça? Est-ce que du staff qui arriverait comme brigade, qui est là pour des missions momentanées, tu leur fais aussi un rapport d'étonnement? Tu leur demandes un rapport d'étonnement? Alors, je n'irai pas jusqu'à un rapport d'étonnement dans la définition sur de la ressource ponctuelle. Mais oui, on fait un point. Et ça va dans les deux sens, toujours. C'est-à-dire que la société me demande si moi, on était content. Et nous, ils nous disent aussi s'ils étaient contents et si le gap n'était pas trop... Enfin, l'écart entre l'attente et ce qu'ils ont réellement vécu n'était pas trop grand non plus. Après, c'est là où on peut se dire, bah, tiens, tel profil n'est peut-être pas fait pour venir travailler dans une cuisine gastronomique 2 étoilés Michelin. Peut-être pour faire de la restauration rapide ou autre. Et là, c'est le sujet d'une conversation entre... Mais très sincèrement, j'ai rarement eu... je dois avoir eu 2 fois le problème avec des ressources comme dans les sociétés là, de chez Florent, où ça n'allait pas, mais il n'y a pas eu... on s'est quitté en toute bonne entente. Oui, pour répondre à ça, on a mis en place un système assez unique je pense que c'est à ça que tu faisais référence, de partage de retour en fait sur la mission. On n'aimait pas trop il y a beaucoup d'applications qui utilisent un système un peu simplé en fait d'avis avec 5 étoiles, ou même juste bien, pas bien, et qui en fait n'est pas très qualitatif et permet ni à l'entreprise de progresser ni au talent de grandir. Donc en fait, nous on vient pousser on propose aux 2 parties en effet de se faire un retour qualitatif qui est accessible par l'un et l'autre et qui permet en effet de s'améliorer en permanence. Je suis pour le coup très d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est essentiel d'avoir ce retour-là sur son métier ou même sur sa façon d'accueillir une personne. On a un complément de question et après on n'aura le temps d'en prendre qu'une seule. Hein. Juste un petit complément de question. C'était pour savoir à quel moment dans ce parcours vous utilisez l'outil technologique. Est-ce que vous utilisez des vidéos, des tutoriels, e-learning? C'est ce que je voulais savoir aussi. Non, dans le parcours d'intégration, nous on utilise le digital après sur de la formation. Mais on réfléchit à ça. Allez-y, monsieur. On est un jeune groupe. Bonjour, moi j'avais une question, Frédéric, j'avais une question pour Florent. Le taux de besoins non pourvus chez vous, il est suivi? Ah oui, il est suivi parce qu'à chaque fois c'est un échec. Donc, je vais le dire positivement, le taux de besoins pourvus, il est plutôt autour de 90%. Donc assez élevé. C'est justement le non pourvu pour répondre au défi du fait de ne pas arriver à couvrir. Comment tu travailles ton 10%? En fait, on pense que 10% c'est bien, nous.
Au sens où ça veut dire qu'il y a un bon équilibre. En fait, nous, un des défis qu'on a, c'est une place de marché. En fait. S'il y a trop d'offres, ça ne va pas. S'il y a trop de demandes, ça ne va pas. Et donc, on suit zone géographique par zone géographique, métier par métier. On vérifie qu'il y a un équilibre entre l'offre et la demande là-dessus en permanence. Il y a des tendances qui se dessinent du coup derrière. Il y a des tendances qui se dessinent derrière, bien sûr. Ouais. Et justement, à la hausse, à la baisse. Après, c'est des tendances brigade, c'est pas forcément des tendances de marché, donc faire un petit peu attention. Mais oui, on sent qu'il y a des tensions plus fortes sur certains métiers que d'autres, c'est sûr. Donc on relève ces tensions. Ah oui, bien sûr. Ouais. Et du coup, moi derrière ça, c'était plus une question mathématique entre guillemets où c'était pour illustrer le chiffre, mais vous pouvez parler plus près du micro? Oui, bien sûr. En fait, moi j'ai une question concernant en fait la société aujourd'hui qui valorise quand même le télétravail et le loisir. Et je n'arrive pas à répondre à la question comment motiver les gens à travailler le soir et le week-end. Enfin, globalement, on n'est pas dans une société qui valorise le travail. Je pense que le nouveau cycle, il est la fin du travail. Enfin, voilà, Rifkin l'avait dit, en fait, on y arrive, on est en plein dedans. Globalement, moi, mon constat, c'est que les gens ont plus envie de travailler autant. Et comme on n'est pas prêt à payer pour le service globalement, culturellement en France, on a une vraie problématique de répondre. Et le défi, pour moi, c'est purement ça. Je ne suis pas dans le métier de l'hôtellerie et de la restauration. Je suis dans l'immobilier, dans les services immobiliers. Mais les problématiques sont les mêmes aussi dans nos métiers. C'est rigolo, ça me fait plaisir d'entendre ça. Brigade se développe sous un statut particulier, un statut juridique particulier qui est le statut d'entreprise à mission, qui fait qu'on a adjoint une mission qui est écrite dans nos statuts que vous pouvez consulter. Et notre mission, c'est valoriser le travail et le rendre accessible à tous. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est exactement ce que vous venez de décrire. Combien vous a-t-il payé, monsieur? C'est pas vrai, non, je vous jure que non. Et d'ailleurs, à ce sujet, on sort, je profite d'en parler, on sort dans quelques jours notre rapport de mission en fait, qui vient montrer comment on répond à cette problématique. Le sujet du télétravail est extrêmement intéressant parce que ce sont en effet des professions qui, de manière absolument évidente, ne se font pas en télétravail et qui vient. Je suis désolé, je reviens juste rapidement dessus. Une seconde, j'étais un peu gêné par ce qui a été dit tout à l'heure. On est à l'ouverture de la saison aujourd'hui. Il y a 80% des restaurateurs qui disent qu'ils vont réduire leur plage horaire parce qu'ils n'ont pas le personnel nécessaire pour répondre aux besoins. Je suis d'accord avec vous qu'il y a des choses qui changent. Ce n'est pas Top Chef qui va nous sauver la vie. Il ne faut pas non plus mettre trop d'espoir dessus. Ça reste de la télé. Je parlais avec des directeurs de lycées hôteliers qui me disaient que ça leur posait de gros problèmes aujourd'hui à cause du différentiel ils veulent tous être chefs étoilés dans 6 mois. Et en fait, ils se rendent compte qu'il y a une sacrée route, un sacré chemin à parcourir avant d'y arriver. Donc, je suis d'accord qu'il y a des choses beaucoup mieux aujourd'hui. Et c'est les retours qu'on a. La route est encore très 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 longue avant que le secteur retrouve tout ce qu'il faut en termes d'attractivité. C'est un peu la problématique, excuse-moi, je te coupe ça, dans les métiers de service. Après, nous, il y a des choses aussi qu'on teste, mais il y a des collaborateurs qui reviennent dessus aussi, parce que finalement, ça ne leur convient pas. On a testé le 4-3, je travaille 4 jours, je me repose 3 jours. L'autoplanning? Exactement. Bon, bah là, voilà. Mais on est dans des métiers de passion aussi. Et même si aujourd'hui, le télétravail, effectivement, il faut repenser effectivement tout ça, je suis d'accord. Toi, finalement, qui es dans la tech, finalement, tu bosses autant que nous. Peut-être plus, même encore. Ouais. Florent, les résultats tu peux nous donner 2-3 pistes de ce qui va sortir dans les quelques jours, là, l'étude que vous avez menée? Et puis peut-être vas-y Florent, mais le temps de prendre une dernière question. On a vraiment avancé sur le timing. Non, j'ai distillé les chiffres. On a quasi 100% de nos utilisateurs qui disent avoir reçu une offre d'emploi à temps plein, mais ne pas l'avoir acceptée, ce qui vient soulever des questions. On a 3/4 des gens qui sont prêts à quitter le secteur s'ils ne peuvent plus travailler de cette façon-là. Enfin, les chiffres, je peux en sortir plein. Et du positif? Il y a du positif, il y a la réduction du travail illégal qui est ressentie, il y a la baisse des discriminations. Donc il y a du progrès. Il y a beaucoup de progrès. Non, mais je suis d'accord que le secteur est en train de faire sa mue, ce que je disais tout à l'heure. Il y a plein de choses qui sont super, qui sont en train de se mettre en place, qui viennent plutôt de groupes très structurés, et ce qui est normal. Maintenant, il va falloir que tout ça ruisselle sur l'ensemble de l'industrie, et il y a encore un petit peu de chemin à parcourir. La dernière question, après, il faut qu'on conclue vraiment. J'essaie d'être rapide. Donc moi, je suis FNB sur la région de Roissy. Donc c'est un département qui est excentré de Paris. Moi j'ai une problématique, c'est que j'ai des gens que j'essaie de recruter qui me demandent des taux horaires hallucinants comparés à la zone, qui ne sont pas du tout... Un exemple concret? 18 € de l'heure pour un chef de rang. Moi, à titre personnel en FNB, je suis à 16 €. Donc derrière, j'ai que des profils comme ça.
Donc derrière, on essaie de les attirer autrement, par du management, par des plannings un peu plus simplifiés. Aujourd'hui, on a pris la décision, par exemple, de fermer le week-end parce qu'on a une zone aéroportuaire où la semaine, on a l'activité qui est recentrée vraiment sur la semaine et surtout sur le midi. Donc j'ai un maître d'hôtel qui bosse du lundi au vendredi, qui finit à 15h tous les jours. Et le poste que je propose aujourd'hui, c'est un poste pour un maître d'hôtel du lundi au jeudi, en 30 heures, avec 14 € brut de l'heure. Et j'arrive pas à trouver, avec un profil qui serait repos tous les week-ends, en restauration. Et malgré ça, qu'est-ce que vous pourriez conseiller pour être plus attractif encore que ce que je propose déjà, quoi, pour trouver du personnel? C'est pour toi, Non, Florent. oui, c'est pour. Non, mais oui, oui. Le problème de fond, c'est qu'il n'y a pas assez de monde. Il y a un sujet de rémunération. L'offre et Il y a la un demande. sujet. Ouais, c'est l'offre et la demande. Et il y a un sujet aussi de. Est-ce qu'on paye le bon prix quand on va à un restaurant ou quand on va à l'hôtel? Je trouve que ça soulève aussi cette question parce que si ce qu'on paye ne permet pas de payer correctement les gens derrière pour rendre le métier attractif, il y a quand même un problème d'équation économique derrière. Ça, c'est le sujet moi, que je soulève On va tout le mettre temps. ça pour l'année prochaine sur une table ronde. En France, là, si je reviens sur la restauration est pas chère. En effet, je rentre des États-Unis. Aux États-Unis, une pizza, une bouteille de vin, c'est 140 $. Ça a Voilà. augmenté aussi. Hein. Ça a beaucoup Il y a eu une augmenté. grosse hausse. Mais voilà, ça soulève toutes ces questions-là. C'est dur d'y répondre. Il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Je pense qu'on va dans le bon sens, mais la route est encore longue. Ouais. Alors, je suis désolée, on va devoir conclure là parce qu'on a vraiment pris du retard et on était la dernière table ronde de la soirée. Est-ce qu'un petit mot de la fin, vraiment super court de chacun? Un mot clé Partage des mondes, on aura une évolution, on est à une période charnière avec des nouvelles ou des anciennes formes. Je pense qu'on reprend aussi beaucoup ce qui se faisait il y a une centaine d'années. Et voilà, on est dans une période d'évolution, faut être alerte. Oui, je suis d'accord avec toi, Jean-Michel. Le mot de la fin, c'est pas une fatalité, voilà, c'est des nouveaux défis. Je comprends tout à fait la problématique de monsieur en F&B. Voilà, si vous voulez, on peut échanger tout à l'heure parce que là, on a terminé. Il y a autre chose à faire aussi, mais voilà, faut savoir faire le tri aussi dans tout ça et s'adapter voilà, à son époque, que ce soit les entreprises, mais comme aussi aujourd'hui les nouveaux. Exactement. Moi, je dirais qu'il y a un grand besoin de diversité à tous les niveaux dans les solutions qu'on utilise et dans les profils avec lesquels on peut travailler. Et donc, en effet, on l'a effleuré tout à l'heure, mais il y a un sujet aussi on en a trop peu parlé. Il y a un sujet d'ouvrir le CHR à encore plus de monde, ça c'est sûr. et lisez l'étude qui arrive, le rapport qui Je arrive. n'ai pas encore la date, donc je ne peux pas la donner. Merci à tous les trois. Merci à vous tous. Merci et beaucoup. Bonne soirée, bonne fin de salon.